Voilà, ça commence, c'est bon. OK, c'est bon. Bonjour tout le monde. C'est notre cours de méditation. Déjà notre septième cours aujourd'hui. Donc, on avait déjà commencé de parler de tous les obstacles à la méditation avec les antidotes. On était toujours rendu dans ça. On a vu les trois premiers obstacles, mais on n'a pas vraiment fini le troisième obstacle. On va continuer aujourd'hui. Mais on va commencer comme à l'habitude par une petite méditation de quelques minutes. Donc, on va juste s'exercer comme ça, développer l'attention et la vigilance. Donc, juste de garder votre esprit attentif. Donc, si vous êtes capable comme ça de prendre votre objet de méditation que vous avez choisi, donc d'essayer de le voir clairement devant vous, comme si vous le regardez avec vos yeux, mais par le pouvoir de votre esprit. Donc, essayez de garder votre focus dessus, de garder un esprit clair, aussi stable, donc un juste équilibre pour que l'esprit soit pas ni trop tendu, ni trop relâché. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de trouver le calme mental en développant une forme de clarté d'esprit et une forme de stabilité d'esprit. Donc, comme ça, c'est ce qui va faire diminuer la présence de agitation et de relâchement. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à le faire. Donc, si vraiment notre esprit, des fois, est trop agité, on n'arrive pas vraiment à concentrer sur notre objet de méditation, on n'y parvient vraiment pas. Dans ce moment-là, c'est correct de prendre la respiration, de suivre le mouvement du souffle. Pour ça, ça va permettre d'arrêter le flot des pensées comme ça distrayantes qui nous agitent. Donc, après ça, une fois que ça c'est fait, donc là, on peut revenir sur l'objet de méditation. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile, OK, quand on commence de voir clairement l'objet de méditation, mais pourtant, avec l'exercice, tout le monde est capable. C'est, par exemple, nous, des fois, de prendre juste un petit objet de méditation puis d'essayer de le voir clairement, on trouve que ça a l'air difficile, mais en tant que tel, quand, par exemple, tantôt Céline parlait du le mandala que les moines faisaient, par exemple, en fin de semaine à Québec, quand les moines font un mandala comme ça en sable, en fait, dans la méditation, ceux qui pratiquent comme ça, ce type de méditation-là, ils vont méditer sur le mandala complet avec tous ses détails, etc. Donc, il y a des méditants comme ça très avancés qui vont être capables d'avoir une visualisation très claire avec beaucoup de détails, très stable, etc. Donc, avec tellement de détails. Donc, pour nous, pour commencer, on commence avec quelque chose de très simple, comme un petit objet comme ça, que ce soit un point, une couleur, etc. Si plus dans la tradition bouddhiste, on parle de prendre l'objet comme l'image d'un Bouddha, comme si le Bouddha était réellement présent devant nous, mais n'importe quel objet fonctionne. C'est que l'objet soit quelque chose de, peu importe sa forme, c'est correct de prendre n'importe quel objet, mais on recommande de toujours garder le même objet. Comme ça va permettre de développer plus de concentration, plus de euh, familiarisation avec cet objet-là. Alors que si on change souvent, ben, notre esprit va avoir tendance à devenir de plus en plus agité. C'est pour ça qu'on recommande de prendre toujours le même objet, qui est ni trop gros, ni trop petit, ni trop loin, ni trop proche. Donc, qui est euh, quelque chose qui nous inspire aussi, que quand on médite dessus, ben, on a le goût de méditer. Donc, c'est ça qu'on recommande. Donc, on va commencer. Donc, on va juste quelques minutes, comme ça, concentrer notre esprit par l'intérieur. Je vais faire comme à l'habitude le petit chant avant de commencer pour développer une forme de calme intérieur et une forme de plus grande clarté, sagesse d'esprit. Lok pe yu la ye wa shi 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 yang da don la tsu shin chu pa yi shi ni lang song sun tu je we lam yu tu yu la ke wa jin ye lo Lok pe yu la ye wa shi she shi yang da don la tsu shin chu pa yi shi ne lak don sun tu je we lam yu tu yu la ke wa jin ye lo Lok pe yu la ye wa shi she shi yang da don la tsu shin chu pa yi shi ne lak don sun tu je we lam yu tu yu la ke wa jin ye
Mhm. C'est bon. Donc, on avait parlé la dernière fois du troisième antidote. On avait déjà vu le premier obstacle à la méditation qui est la paresse. Donc, pour surmonter la paresse, on avait vu que on doit appliquer les antidotes qui sont premièrement de voir les avantages, d'avoir confiance dans les avantages du calme mental. Pourquoi? Parce que la paresse, c'est qu'on n'a pas de joie, on n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas d'intérêt pour ça. Donc, c'est pour ça que ça nous empêche de le faire. C'est la paresse, comme on dit, c'est quand la joie n'est pas présente dans quelque chose qui serait vertueux, quelque chose qui est positif. Donc, pourquoi que cette joie-là n'est pas là? C'est premièrement parce qu'on n'est pas assez conscient, on n'a pas assez une profonde conviction dans les avantages. Donc, quand on a cette conviction-là, quand on a vu clairement les avantages, donc là arrive un sentiment d'intérêt. Donc là arrive l'aspiration. Cette aspiration-là, c'est ça qui fait naître l'effort joyeux, l'enthousiasme à vouloir atteindre cette qualité-là. C'est là qu'on déploie des efforts puis avec joie. Donc, c'est pas difficile, c'est pas quelque chose de lourd, de contraignant. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Donc, c'est ça qui surmonte vraiment la paresse. Puis, l'effort joyeux à lui-même va produire la souplesse, qui est le résultat justement d'avoir purifié les obstacles, donc qui permet d'atteindre le calme mental. Donc, c'est le premier obstacle qu'on avait vu avec les 4 antidotes. Donc, après ça, il y a 4 obstacles qui restent et 4 antidotes qui restent. Donc, le deuxième obstacle qu'on avait vu, c'est l'oubli. L'oubli de l'instruction, donc qui fait que notre esprit, par le souvenir de quelque chose de négatif, donc oublie son objet positif. Donc, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est développer l'attention, de ramener à notre esprit notre objet auquel on s'est familiarisé. Ça prend un objet auquel on est familier. Donc, l'attention va nous permettre de maintenir notre esprit dans la direction qu'on veut. C'est ça que fait l'attention. Elle maintient et elle empêche l'esprit d'être distrait, d'être dispersé. Donc, dans l'image, on avait vu que c'était la corde que tient le méditant. Donc, la corde qu'on voit autant au début du chemin que sur toutes les étapes, jusqu'à la 6e étape, on voit que le méditant a sa corde. Donc, dans les premières étapes, il tient la corde, mais il n'agrippe pas l'éléphant. Il a l'attention, oui, mais l'attention est trop faible, donc il n'arrive pas à bien l'appliquer. Donc, l'oubli se produit constamment, la distraction, l'agitation, etc. vont se produire tout le temps ou presque tout le temps. C'est seulement à partir de la 3e étape, juste ici, où le méditant commence à comme attraper l'éléphant fou de son esprit. Donc, là, la corde de l'attention est passée autour du cou de l'éléphant de l'esprit l'éléphant qui est l'esprit. Donc, à ce moment-là, à la 3e étape, la personne, le méditant est capable de se rendre compte quand son esprit s'égare. Là, il est capable de prendre conscience, oh, mon esprit s'est égaré, donc je vais le ramener sur mon objet de méditation. Je vais le ramener sur ce que je veux. Donc, c'est pareil, comme par exemple, si on était en conversation avec quelqu'un, puis cette personne-là nous dit quelque chose comme des insultes, puis que nous, on se laisse prendre au jeu de l'émotion, de la colère ou quoi que ce soit. Donc, si on avait cette capacité-là, comme par exemple à la 3e étape, c'est qu'on voit notre esprit qui est en train de se laisser envahir par la colère, qui tombe sous l'influence de la colère, mais là, qui se rend compte pendant le développement de cette affection mentale-là que l'esprit est en train de succomber à la colère et il choisit consciemment de le ramener intérieurement dans la paix. Donc, c'est comme quelque chose qu'on est capable de faire à la 3e étape. Donc, ça veut dire qu'il y a encore présence d'agitation, il y a encore présence d'obstacles majeurs pour l'esprit, mais quand même, on a un niveau de conscience qui nous permet de ramener l'esprit. Donc, c'est l'attention qui est produite, par exemple, au 3e niveau. Puis juste après, au 4e niveau, comme ici, ben là, à cette étape-là, le méditant est capable d'avoir une attention plus soutenue, qui fait que avant même que l'esprit s'égare, il l'empêche de s'égarer. Avant même que l'esprit, par exemple, se laisse aller vers l'émotion de la colère, il garde son esprit intérieurement dans la paix. Donc, il choisit consciemment de ne pas nourrir une affliction mentale telle que la colère ou l'agitation ou l'attachement ou la peur, etc. Il choisit, comme en appliquant le bon antidote, de le garder intérieurement. Donc, on peut voir que l'attention, c'est quelque chose qui est vraiment très précieux, vraiment important. On cherche toute la paix de l'esprit, on cherche tout le calme intérieur,
Mais si on n'a pas cette qualité-là d'attention, donc on est toujours soumis aux forces des perturbations mentales. C'est même si on avait beaucoup de connaissances intellectuelles des enseignements bouddhistes, par exemple, sur la méditation, mais si on n'a pas l'attention présente en nous, même si on laisse tout par cœur, au moment où l'émotion arrive, on se laisse envahir par l'émotion. Il n'y aura rien à faire. Donc, c'est pour ça que pour être capable de surmonter nos émotions négatives, il faut avoir l'attention. Puis, il faut aussi, comme on le dit, l'attention est dirigée sur quelque chose qui est auquel on est familier. Donc, on disait que l'objet de notre attention doit être un objet familier. Donc, si on n'a aucune familiarité avec des émotions positives, antidotes aux émotions négatives, telles que la patience, l'amour, la joie, etc., donc ça va être dur d'avoir un esprit qui garde ces qualités-là. Il faut que ce soit quelque chose auquel on est familier. Donc, c'est pour ça qu'on doit répéter le processus, répéter le processus. C'est comme vous avez juste à penser que si vous avez jamais levé de poids et haltères, ben, si vous dites je vais comme prendre tout de suite un 50 kilos ou 100 kilos puis je vais faire des poids comme ça, vous allez vous décourager tout de suite. Vous allez dire je suis pas capable. Mais si vous commencez par des petites mesures, des 5 kilos, je sais pas quoi, des 2 kilos, je sais pas quoi, mais vous commencez à faire des petits poids. Donc, après quelques jours, vous allez avoir un petit peu plus de force. Vous allez prendre 1 kilo de plus, 2 kilos de plus, 3 kilos de plus. Et un jour, vous êtes capable d'aller au concours de Miss Monsieur Univers, je sais pas quoi. Donc, de la même façon, notre esprit, si on s'entraîne comme ça à développer telle et telle qualité comme la joie, la compassion, l'amour, ben on va devenir un jour un Bouddha. Il n'y a personne qui est devenu Bouddha en 2 secondes, en 2 jours, en 1 an ou quoi que ce soit. C'est avec le temps, l'expérience, la pratique qu'on peut devenir un jour un Bouddha. Donc, même si on n'atteint pas l'état de Bouddha tout de suite ou dans cette vie-ci, mais quand même, chaque marche qu'on franchit sur l'état de Bouddha, c'est une marche où on a un peu moins d'agitation, un peu moins de relâchement, un peu moins d'affliction mentale. Donc, c'est quelque chose qu'on doit entraîner comme une rivière. Ça veut dire qu'il ne faut jamais lâcher, faut jamais comme ralentir le courant, mais il faut y aller comme, faut pas y aller trop vite non plus, mais juste y aller comme une rivière. Comme la rivière commence minuscule, comme un genre de mince filet d'eau, puis elle s'en va jusqu'à l'océan où c'est immense. Donc, de la même façon, on devrait penser que l'entraînement de notre esprit, c'est impossible de partir d'une goutte d'eau pour devenir un océan, mais on peut accumuler les gouttes d'eau, accumuler le courant de la rivière pour devenir de plus en plus habile. Si on ne relâche pas justement ce courant continu-là, donc il va toujours grandir. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que pendant la voie, quand on chemine comme ça, mettons si on médite depuis quelques temps, là, ça va bien, mais là, des fois, on perd notre attention, notre vigilance, puis là, on pense que, maintenant, c'est facile, donc j'ai plus besoin de faire d'efforts. Là, on relâche un peu notre vigilance. Donc là, après ça, le danger est de revenir comme avant, donc de reperdre les qualités qu'on a acquises. C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher, jamais comme relâcher, mais toujours y aller comme petit peu par petit peu, mais vraiment progressivement. Donc, le deuxième obstacle est l'oubli, c'est son antidote, comme ça, c'est l'attention. Ensuite, on avait commencé à voir le troisième obstacle, qui est l'agitation et le relâchement. On avait dit comme ça qu'il y a 2 formes d'agitation, 2 formes de relâchement, le grossier et le subtil pour chacun. Pour cet obstacle-là, l'agitation et le relâchement. Au dernier cours, on avait vu principalement l'agitation. Aujourd'hui, on va parler du relâchement surtout. C'est en tant que tel, pour les 2 obstacles que sont le troisième obstacle, en fait, l'agitation et le relâchement, l'antidote commun aux 2, c'est ici, à ce niveau-là, l'antidote qu'on doit appliquer, c'est l'antidote qui est la vigilance. On dit que l'antidote à ce niveau-ci, c'est la vigilance. C'est l'antidote commun aux 2. Mais est-ce que la vigilance est capable de surmonter à elle seule la présence d'agitation, de relâchement? Non. Donc, la vigilance, c'est un antidote commun à ces 2 obstacles-là. C'est elle qui est l'antidote à ce niveau-là, le troisième obstacle. Mais c'est un antidote seulement partiel à l'agitation et au relâchement. Dans le sens que pour surmonter l'agitation et le relâchement, on doit appliquer certains antidotes. On avait parlé un petit peu, par exemple, par rapport au dernier cours, on avait parlé de l'agitation mentale qui est reliée avec le désir attachement. Et pour surmonter justement l'agitation mentale, on doit développer certaines pensées comme de détachement, contentement, lâcher prise, etc. Donc, ça, c'est une partie, mais en tant que tel,
la première partie à appliquer face à l'agitation et au relâchement, c'est pas ça, c'est vraiment l'antidote qu'on parle ici, c'est la vigilance. C'est premièrement, pour être capable de surmonter l'agitation et le relâchement, il faut prendre conscience qu'on est sous l'effet de l'agitation du relâchement. Par exemple, pour me libérer d'une maladie, si je souffre de telle ou telle maladie, donc pour me libérer de cette maladie-là, il faut premièrement que je prenne conscience que je suis malade et ensuite je vais pouvoir aller voir un médecin ou je vais pouvoir choisir un médicament, un traitement médical, etc., qui va me permettre de me guérir de cette maladie-là. Mais si je ne prends pas conscience au départ que j'ai cette maladie-là, il n'y aura aucune façon de pouvoir surmonter la maladie, le problème. De la même façon, si moi je ne me rends pas compte que j'ai un tempérament colérique ou trop dans l'attachement ou trop dans la jalousie ou l'orgueil, donc si je ne me rends pas compte que je suis orgueilleux, donc je n'essaierai pas de trouver des méthodes pour devenir moins orgueilleux. Il faut absolument que, premièrement, j'identifie mon problème correctement. Donc, c'est ici le rôle de la vigilance. La vigilance, on dit que si c'est elle qui nous permet de détecter la présence d'agitation de relâchement. Comment fonctionne la vigilance? C'est une des fonctions de l'esprit, un des facteurs mentaux, au même titre que l'agitation, le relâchement, l'attention, l'oubli, toutes ces qualités-là, la concentration, la sagesse. C'est une des fonctions de l'esprit, mais la vigilance, qu'est-ce qu'elle fait particulièrement? C'est de simplement observer qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, par exemple. Donc, Shantideva en parle beaucoup dans son texte qui est l'entrée dans la conduite des bodhisattvas. Il parle beaucoup de l'importance de la vigilance parce que, encore une fois, même si on connaît beaucoup d'enseignements, on connaîtrait tous par cœur les enseignements du Bouddha, mais si on n'est pas attentif et vigilant à notre esprit, on peut se laisser complètement envahir par les émotions négatives, envahir par l'orgueil, l'attachement, la colère, la jalousie, etc. Donc, c'est pour ça que la vigilance, elle a la capacité à juste prendre conscience de qu'est-ce qui se passe en nous. Donc, c'est la première étape qui nous permet ensuite de pouvoir appliquer le bon antidote à chaque émotion ou à chaque affliction mentale qui se passe en nous. Donc, il y a aussi Atisha, le grand maître indien qui est parti au Tibet dans les années 1000, qui avait été invité par le roi là-bas, je pense que son nom c'est Jangtrupe, qui l'avait invité parce qu'il se rendait compte que le bouddhisme au Tibet était en train de se développer depuis environ 200 ans, mais que les gens comprenaient très mal son essence, puis que ces incompréhensions-là faisaient que les gens ne pratiquaient pas correctement vraiment l'essence du bouddhisme. Donc, Atisha est allé au Tibet, puis ce maître-là, en fait, qui était le maître qu'on considère comme celui qui a composé le premier Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, il dit, pour s'entraîner, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quand je suis seul, je surveille principalement mon esprit, et quand je suis avec les autres, je surveille principalement mon corps et ma parole. Parce qu'on dit souvent dans la philosophie bouddhiste que notre bonheur ou notre souffrance, notre bonheur ou notre malheur, ce sont des résultats. Dans le bouddhisme, quand on parle de bonheur ou souffrance, on parle que c'est des résultats. Des résultats de quoi? De actions qu'on a déjà posées. Donc, chaque expérience heureuse qu'on vit, chaque expérience malheureuse qu'on vit, par exemple, que ce soit un simple mot que quelqu'un prononce et qui nous perturbe légèrement l'esprit, ou que ce soit un simple mot qu'une personne prononce qui nous rend joyeux, ou que ce soit une simple expérience agréable, par exemple, on s'assoit sur une chaise confortable, ou une simple expérience désagréable, on sort dehors, puis il fait trop froid, puis on gèle. Chaque expérience qu'on vit, on dit que ce soit une souffrance ou un bonheur, c'est le résultat d'une action qu'on a déjà posée auparavant. Parce que dans certaines circonstances, admettons si on sort à l'extérieur et qu'il fait froid, mais pour une personne, il peut se sentir mal à l'aise, pour une autre personne peut se sentir bien. Donc, il y a dans chaque expérience de vie qu'on a, même si on partage, par exemple, tous une même maison ou un même environnement, un même pays ou quoi que ce soit, chaque personne vit des expériences différentes selon ce qu'on appelle son karma ou ses résultats de ses actions passées. Donc, le bonheur qu'on vit et le malheur qu'on vit, ce sont des résultats de nos actions. Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre conscience de nos actions, de choisir les actions qui vont contribuer à ce qu'on soit plus heureux, puis d'éviter le plus possible les actions qui vont nous rendre malheureux. Donc, c'est pour ça que, vraiment, comme dans les textes bouddhistes, on parle souvent, si on comprend vraiment l'essence de l'enseignement,
on va être très vigilant à chaque instant de notre vie à ne faire que créer des actions positives et à éviter même la plus subtile action négative. Parce que quand on développe une profonde conviction dans l'interdépendance de tous les phénomènes, quand on développe une profonde conviction que chaque chose est interreliée, que rien qui arrive au hasard, donc on se rend compte que finalement, le maître de notre bonheur, c'est nous-mêmes. Et le maître de notre malheur, c'est nous-mêmes aussi. Donc, on fait extrêmement attention à chacune de nos actions, de nos paroles, et encore plus fondamentalement ou profondément, c'est notre esprit qui dirige tout ça. C'est notre esprit qui, lui, va ensuite dicter notre conduite, nos gestes, nos paroles, etc. Donc, de là, l'importance de la vigilance. Nous, dans le processus du chemin vers le calme de l'esprit, c'est exactement la même chose. On a besoin, premièrement, de prendre soin de nos actions, surtout nos actions de nos trois portes, corps, parole, esprit. Comme on l'avait vu aussi au départ, quand on a parlé des préparations et quand on a parlé des conditions favorables, quand on a parlé des conditions favorables à la méditation, on a vraiment vu qu'une de ces conditions favorables-là était une éthique pure. Parce qu'une éthique pure va permettre justement d'expérimenter plus de bonheur, parce que nos actions vont être positives, et d'avoir moins l'esprit envahi par les résultats de nos actions négatives. Par exemple, si on va utiliser notre parole et notre corps pendant la journée pour déranger les autres, blesser les autres, etc., si notre esprit va être tourmenté par certaines pensées de nature négative, d'attachement, de peur, de colère, etc., bien, le calme de l'esprit va être très dur à trouver. Donc, c'est pour ça que l'importance est là de vraiment être attentif et vigilant à notre esprit, de vraiment prendre conscience de nos actions. Donc, la vigilance dans l'image ici est représentée par l'autre outil que tient le méditant dans ses mains. Donc, il y a le méditant qui a la corde dans une main, qui attrape le cou d'éléphant à partir de la troisième étape. Puis, dans son autre main, il y a un genre de bâton avec un genre de petit pic. Là. Je pense que ce bâton-là, c'est un peu comme ceux qui vont dresser les éléphants vont utiliser un genre d'outil comme ça, j'imagine. Donc, maintenant, lui, il veut dresser son esprit. Il veut entraîner son esprit à être comme il choisit d'être, donc à sa main. Donc là, il y a l'outil comme ça qui est dans sa main, qui représente la vigilance, qui observe avec précision qu'est-ce que son esprit fait. Donc, surtout, ce qui est développé au départ, okay, ce qui nous permet d'atteindre les étapes 3 et 4, c'est vraiment surtout l'attention. Puis après, progresser vers les étapes 5, 6, etc., c'est le pouvoir surtout de la vigilance, parce qu'à ce moment-là, l'attention a été quand même relativement bien développée. Puis là, c'est plus la vigilance qu'on va exercer avec force. Puis aussi dans l'image, on peut voir qu'à chacune des étapes, il y a un feu qui est présent. Donc, soit devant le méditant ou derrière le méditant, mais il y a toujours la présence d'un feu dans les 6 premières étapes. Donc, dans les 6 premières étapes, il y a le feu, mais le feu, on peut voir aussi que plus qu'on avance sur le chemin, plus qu'il diminue de grosseur, d'intensité. Puis à partir de la 6e étape, donc il est le plus petit, puis à partir de la 7e, il n'y en a plus. À partir d'ici. Donc, pourquoi il n'y a plus de feu ici? C'est que on n'a plus besoin de fournir d'efforts particuliers pour entretenir l'attention et la vigilance. Avant ça, au départ, il fallait vraiment faire attention, il fallait vraiment mettre beaucoup d'efforts parce que les obstacles étaient extrêmement forts, comme on peut le voir, comme sur l'éléphant, c'est la noirceur, c'est le relâchement de l'esprit. Sur le singe, la noirceur, c'est l'agitation de l'esprit. Et quand on commence sur le chemin comme ça, quand on n'a pas exercé les antidotes à nos obstacles intérieurs, bien, les obstacles sont extrêmement puissants. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'efforts. Comme par exemple, si on livrait un combat, j'ai jamais fait de boxe, mais si, mettons, quelqu'un fait de la boxe, imagine qu'au départ, son adversaire est à sa pleine puissance. Puis quand il réussit à lui donner quelques coups, bien, après ça, il devient un petit peu moins fort, il est plus étourdi, il est plus chambranlant. Et après, à force de le mettre KO quelquefois, bien là, il devenait de plus en plus facile à défaire. Donc, comme ça, la même chose nos obstacles intérieurs. Plus qu'on s'entraîne à diminuer la force des perturbations mentales, que ce soit la colère, la jalousie, l'orgueil, etc., donc plus qu'elles deviennent faciles à surmonter. Donc ici, les obstacles qu'on voit dans l'image, c'est surtout l'agitation et le relâchement qui vont être progressivement surmontés. Donc la vigilance, c'est l'antidote commun
à l'agitation et au relâchement. La dernière fois, on avait vu l'agitation en particulier. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait à voir dans le troisième obstacle? C'est le relâchement. Donc, le relâchement sur l'image, c'est la noirceur sur l'éléphant. Okay? Pas l'éléphant. L'éléphant, c'est l'esprit. Parce qu'à la fin, l'éléphant est toujours là, mais la noirceur n'est plus là. Donc, qu'est-ce qui est la noirceur sur l'éléphant? C'est le relâchement. Aussi, à partir de la troisième étape, on voit le lapin qui apparaît sur le dos de l'éléphant. Donc, à ce niveau-là, le lapin apparaît parce que on est capable de déceler deux niveaux de relâchement. Un relâchement qui va être plus grossier, puis un relâchement qui va être plus subtil. Donc, aux étapes 3, 4 et 5, on peut voir que le lapin est sur le dos d'éléphant. Et à ces niveaux-là, donc, ça veut dire qu'il y a une distinction qu'on peut faire entre relâchement grossier et subtil. Aux deux premiers niveaux, il n'était pas là, pas parce qu'il n'y avait pas présence de relâchement grossier et subtil, c'est juste que notre esprit est trop voilé qu'on n'est pas capable de faire la distinction entre les deux. Pour nous, il arrive comme un peu tout d'une même nature, comme le relâchement grossier et subtil, on dirait que c'est la même chose. Un peu comme si notre chandail était très sale, on avait un vêtement qui est très sale, mais même si c'est des taches plus coriaces et des taches très légères, mais tant qu'il est tellement sale, on ne voit pas la différence entre ces deux sortes de taches. Alors que si je vais enlever les taches les moins coriaces, je vais juste le frotter un peu avec de l'eau puis du savon. Tranquillement, les taches grossières s'en vont. Là, je vois les taches les plus coriaces. C'est un peu ça qui se passe dans notre esprit. Au départ, il est tellement voilé, tellement agité, tellement relâché qu'on ne voit rien du tout dans tout ça. Quand on commence à le calmer un peu, donc là, on commence à voir plus clairement, on est capable de voir la distinction entre ces deux niveaux-là. Puis une fois qu'il est encore plus nettoyé, bien, il n'y a plus besoin de faire de différence entre les deux parce que le relâchement grossier est comme anéanti. Le niveau grossier ne se manifeste plus parce qu'on est vraiment rendu plus vigilant, plus conscient. Donc, il n'y a plus de danger que ce relâchement grossier-là se présente. On ne le voit pas apparaître. On arrête tous les obstacles au niveau du subtil. Il y a vraiment juste le subtil qui nous dérange à partir de là. C'est pour ça que le lapin disparaît à partir de 6e étape ici. Donc, il y a comme ça le relâchement qui est décrit comme ça. Donc, en tant que tel, c'est ça dans le bouddhisme aussi, comme je parlais, il y a toujours les différents facteurs mentaux qui sont expliqués. Donc là, l'autre fois, on avait parlé de l'agitation, de la distraction, de la dispersion, la différence entre chacun de ces facteurs mentaux-là. Donc aujourd'hui, par rapport au relâchement, il y a aussi d'autres facteurs mentaux qui sont comme bons compagnons du relâchement, dans le sens que ils sont un peu comme de la même nature ou ils vont de pair avec le relâchement. Donc, un de ces facteurs mentaux-là, c'est la torpeur. Donc, la torpeur, ou des fois certains vont traduire aussi par une forme de noirceur d'esprit, une forme de, pas confusion, mais une forme de noirceur d'esprit. Donc, la torpeur ici, comment on la décrit? On dit que ce facteur mental-là obscurcit la conscience. Donc, un peu comme si quand on est, par exemple, comme avant de s'endormir, avant de tomber vraiment dans le sommeil, des fois, il y a un genre de voile qui apparaît à notre esprit. Un peu comme si tout devenait un peu comme sombre ou noir, ou comme notre esprit maintenant devient plus clair du tout. Une forme de noirceur qui apparaît devant l'esprit. Un peu comme quand on... c'est par exemple, c'est dangereux quand ça arrive, mais des fois, si on conduit, OK, puis on voit ce voile apparaître, c'est important d'arrêter. Quand la torpeur arrive comme ça, c'est vraiment c'est dangereux comme ça. C'est pour ça qu'ils mettent, je ne sais pas si en France, vous avez ça, mais au Québec, ils ont mis des genres de... sur le bord de la route, comme des coches dans le goudron, dans le béton, pour que quand on va tourner vers la droite, quand on se tasse trop vers le côté, ça fait donc là, les gens se réveillent comme ça. Donc, j'imagine, peut-être pas le sommeil qui est arrivé, mais la torpeur est arrivée dans ce cas-là. Donc, la torpeur est très dérangeante, donc elle obscurcit la conscience, alourdissant le corps et l'esprit, comme lorsqu'on s'endort. Donc, c'est ce que fait la torpeur. Donc, quand le facteur mental de la torpeur arrive, on va sentir le corps et l'esprit lourd. Donc, on dit qu'elle peut être neutre ou négative, elle n'est jamais positive, mais elle va agir comme cause du relâchement de l'esprit. Quand la torpeur est présente en nous, quand il y a une forme de, même si ce n'est pas très, très fort, il y a une genre de torpeur qui apparaît dans notre esprit. Donc, c'est ça qui va faire que l'esprit devient plus relâché. Donc, on dit dans le texte ici, c'est Asanga. Asanga, le maître indien Asanga, qui dit dans son texte que la torpeur, c'est un état d'esprit inapte, relié à l'ignorance, dont la fonction est de contribuer au développement de toutes les perturbations mentales principales et secondaires. Donc, quand l'esprit tombe sous l'effet de la torpeur, donc là, c'est facile de
notre esprit tombe sous l'influence de différentes perturbations mentales. Aussi, un autre facteur mental qui est relié avec le relâchement, c'est le sommeil. Donc, le sommeil, c'est une autre fonction de l'esprit, un autre facteur mental qu'on appelle, tout comme un esprit qui n'est pas vigilant ou attentif et qui est habitué avec un état d'esprit comme la colère, ben, l'esprit va être influencé par la colère et va se laisser emporter par cette émotion-là. De la même manière, le sommeil peut prendre pouvoir sur notre esprit et nous emporter avec lui. C'est la même chose. Comme le sommeil, on ne le pense pas souvent comme ça, mais c'est au même titre que la colère peut perturber notre esprit et l'esprit tombe sous l'influence de la colère ou de la jalousie ou de l'orgueil, il tombe aussi sous l'influence du sommeil. Donc, en tant que tel, le sommeil, c'est quelque chose qu'on peut et qu'on doit avoir une certaine comme maîtrise dessus, dans le sens que si on laisse notre esprit aller complètement au sommeil, donc c'est possible qu'on veuille dormir ou qu'on dorme toute la journée, même plusieurs jours de suite, en ne voulant pas se réveiller. Le matin, si on se dit « je vais encore dormir 1 heure de plus », donc 1 heure de plus arrive, encore 1 heure de plus, encore 1 heure de plus. Jusqu'à midi, on peut rester au lit jusqu'à midi sans problème. Comme ça, c'est le sommeil. Vraiment, c'est un facteur mental que si vraiment on l'entretient, si vraiment on lui laisse gagner du terrain, il va en prendre. Il va garder le contrôle sur notre esprit. Donc, on dit, qu'est-ce que c'est le sommeil? C'est un facteur mental qu'est-ce qu'il fait? Il dit, peu importe l'objet que notre esprit prend, par exemple, qu'on pense à quelque chose de positif, de négatif ou de neutre, peu importe, l'esprit est involontairement retiré de son objet vers l'intérieur. La fonction de ce facteur mental se résume à l'abandon des activités. Donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on pense, peu importe sur quoi on est dirigé, que ce soit positif, négatif ou neutre, l'esprit se retire involontairement vers l'extérieur. Donc, par exemple, nos 5 consciences sensorielles qui étaient habituellement capables de voir, entendre, toucher, etc. Quand le sommeil arrive, incapable. Donc, vraiment, le sommeil, c'est comme un genre de, pas affliction mentale, mais un genre de facteur mental qui peut être vraiment dérangeant si on laisse trop prendre la place. De l'autre côté, il est nécessaire aussi pour avoir une vie en santé. On a besoin de dormir aussi, bien sûr. Mais à ce moment-là, le sommeil doit être vraiment contrôlé, il doit être équilibré pour apporter un bien-être pour le corps et l'esprit. Si on dort pas assez, on va être malade, fatigué, etc. Si on dort trop, ça va aussi développer d'autres problèmes de santé. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce facteur mental-là soit bien maîtrisé. Si on parle vraiment de yogi, okay, de grands méditants, dans les textes, on dit le méditant, durant la journée, ne dort pas. Il va vraiment garder son esprit vigilant et conscient. Et pendant la nuit, il va dormir seulement le 2e tiers de la nuit. Ça veut dire que pendant la journée de 12 heures, il ne va pas dormir, bien sûr. Et pendant la nuit de 12 heures, il va prendre seulement une période de 4 heures au tiers de la nuit, dans le 2e tiers de la nuit, pour dormir. Donc ça, c'est la pratique du yogi. Mais je pense, nous, on n'est pas des yogis. Nous, on a besoin d'aller travailler, on a beaucoup d'activités, on est agité par toutes sortes de choses durant la journée. Donc, je pense qu'on tombe plus facilement fatigué, on est plus fatigué le soir, etc. Donc, on n'a pas cette même conscience et vigilance comme des yogis, comme des grands méditants. Donc, nous, je pense qu'on a besoin de plus de sommeil, exemple 7 heures ou 8 heures, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours s'adapter à notre rythme, à nos besoins. Certaines personnes ont un tempérament différent, une santé différente, etc. Donc, important de toute façon, prendre le sommeil qu'on a besoin pour notre santé, mais que ce ne soit pas insuffisant ni en excès. Donc, c'est ça qu'on doit faire avec le sommeil. Mais il y a une histoire aussi d'un méditant comme ça, que lui essayait de méditer, puis à chaque fois qu'il méditait, comme il cognait des clous, il s'endormait. Donc là, il dit, maintenant, le sommeil me dérange vraiment, puis il arrive tout le temps. Donc peut-être que je vais laisser la place au sommeil, je vais dormir tout ce que j'ai à dormir, puis après, je méditerai. Donc, il a décidé de dormir pendant toute la journée, puis à la fin de la journée, il était encore fatigué. Donc, il a dormi finalement toute la semaine. Il est resté couché toute la semaine à essayer de dormir pour épuiser son sommeil, pour qu'il n'y ait plus besoin de dormir après. Mais après une semaine, c'est pas encore fini, donc il a dormi encore une autre semaine. Finalement, 3 semaines, il a dormi tout le temps. Donc, il s'est rendu compte qu'après 3 semaines, que s'il laissait encore son esprit aller au sommeil, il serait encore plus fatigué. Donc, il s'est dit, c'est le sommeil, peu importe comment j'y laisse de la place, il va toujours en prendre plus. Donc, je vais arrêter ce facteur mental-là du sommeil. Donc, il s'est mis à pas dormir pendant 3 semaines, puis il a réussi à pas dormir pendant 3 semaines. Donc, de toute façon, nous, on va pas faire comme ça, que c'est impossible, mais
quand même, on va essayer le plus possible d'avoir une bonne mesure de notre sommeil, de ne pas le laisser vraiment prendre toute la place, en prendre en quantité suffisante pour être capable d'avoir une bonne santé. Donc, c'est ce qu'on devrait faire avec le sommeil. Et donc, le relâchement. Qu'est-ce qu'on dit? OK, le relâchement, il n'y a pas de définition proprement dite qu'on retrouve dans les textes, OK? Mais il en parle quand même en disant, par exemple, Lamarck Tsongkhapa, dans son grand Lamrim, il dit « Parce que l'esprit relâche le maintien de sa visualisation, celle-ci n'est ni très claire, ni très ferme. S'il y a clarté, mais que le mode d'appréhension de l'objet n'est pas très clair, nous avons alors développé le relâchement. » Donc, ce qu'il dit, c'est que quand on a développé comme qu'est-ce qu'on cherche dans la méditation, dans la concentration, on cherche un esprit qui va être clair et stable. Donc, un genre d'équilibre, juste équilibre entre clarté et stabilité. Quand on cherche à développer la concentration comme ça et le calme mental, si l'esprit est stable, comme il n'y a pas d'agitation, donc il est stable, mais qui manque de clarté, on dit qu'on a développé le relâchement, la forme grossière du relâchement, le relâchement grossier. Donc, quand notre esprit est capable de ne pas être agité, il reste stable sur son objet, mais il y a une forme de noirceur ou une forme de manque de clarté dans notre objet de méditation. Donc là, on a développé le relâchement grossier. Ce serait un peu la même chose quand même si on travaille ou qu'on pense à quelque chose, notre esprit, des fois, est stable, mais il manque de clarté. Donc, c'est le relâchement qui est présent aussi, le relâchement grossier. Et comment on décrit le relâchement subtil? On dit, si la clarté et la stabilité sont là, les deux, mais qu'il manque un peu d'énergie dans la clarté. Il manque quelque chose comme la clarté est présente, mais juste un peu insuffisamment. Donc, c'est le relâchement subtil qui se manifeste. Donc, on dit ici que vraiment dans tous les obstacles pour l'esprit, pour la méditation, c'est vraiment le relâchement subtil qui est le pire de tous, qui est vraiment celui qui est le plus dur à déceler. En fait, on le voit dans l'image aussi. Quand on arrive à la 6e étape ici, on voit l'éléphant et le singe qui ont encore un peu de noirceur. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un peu de relâchement et d'agitation. Mais rendu à la 7e étape, l'éléphant a une fine couche de noir derrière lui, donc un peu de relâchement subtil, et le singe, lui, a plus de noirceur. Donc, ça veut dire qu'ici, l'agitation subtile s'est terminée avant le relâchement subtil. Donc, ça veut dire que entre la 7e et la 8e étape, et entre la 8e et la 9e, il y a très peu de différence. Il y a juste une mince couche de relâchement subtil. Ça veut dire que lui est très difficile à déceler. On dit même souvent qu'il y a par exemple, des maîtres qui vont mal comprendre ces enseignements-là, qui vont être mal informés sur qu'est-ce que c'est la concentration, qu'est-ce que c'est le relâchement. Ils ne font pas la distinction entre les deux. Ils peuvent passer de longues années à méditer en nourrissant le relâchement subtil, en pensant que c'est une bonne concentration. Donc, ils vont non seulement pas pouvoir progresser vers le calme mental, mais en fait, ils vont s'en éloigner parce qu'ils vont cultiver des obstacles. Donc, comme ça, il dit, il y a même, des fois, certains méditants, comme quand on est tellement absorbé intérieurement, au niveau de concentration tellement grand que même la respiration normale n'est plus ressentie. Quelqu'un passerait à côté pour sentir son souffle, il ne sentirait plus son souffle. Même certains méditants, des fois, qui n'ont plus besoin de se nourrir de nourriture grossière parce qu'ils se nourrissent par le pouvoir de leur concentration. Donc, c'est possible aussi que de tels méditants soient sous l'influence du relâchement subtil. Donc, eux, ils pensent, sont rendus à un niveau très élevé. En fait, ils sont rendus à un niveau élevé, quelque chose, mais en tant que tel, leur niveau va diminuer parce qu'ils sont sous l'influence du relâchement subtil. Donc, pour montrer à quel point ces obstacles-là sont tellement subtils et difficiles à comprendre. Donc, de là, l'importance de bien étudier, de bien comprendre ces choses-là. C'est sûr que nous, quand on commence, c'est un peu comme, ça nous paraît comme un long chemin ou quelque chose de loin, de distant, mais quand même, en prenant conscience, on va y porter une attention particulière. Parce que beaucoup de gens, des fois en méditant, vont tomber sous l'influence de l'agitation ou du relâchement, mais pour eux, ils ne vont pas se rendre compte que c'est un obstacle et ils vont penser que l'esprit qui est tellement détendu, tellement retiré vers l'intérieur, qui manque de clarté, en fait, qui sont sous le pouvoir d'un relâchement même grossier, vont penser que c'est une bonne concentration. Donc,
non seulement le relâchement grossier, c'est pas bon, même le relâchement subtil aussi, c'est très nuisible, très néfaste. Donc, c'est pour ça que, en les connaissant, au moins, on va être capable de pouvoir commencer à les identifier, alors que beaucoup de gens, beaucoup de méditants ne vont pas les connaître. Donc, c'est pour ça que c'est très important, comme ça, dans la tradition bouddhiste, on explique vraiment clairement ces choses-là pour que on puisse vraiment bien progresser vers l'atteinte du calme mental. On dit aussi dans un texte de Kamalashila, aussi très populaire pour expliquer la concentration et les étapes du calme mental, il dit c'est comme être aveugle, comme être dans l'obscurité ou comme avoir les yeux fermés. L'esprit qui ne voit pas clairement l'objet de méditation est devenu la proie du relâchement. Donc, comme ça, c'est le relâchement qui va vraiment être présent, comme ça. C'est l'obstacle vraiment principal qui va nous déranger durant la méditation. C'est vraiment lui qui est l'obstacle principal. Et donc, c'est ça. Puis, on parle aussi comme ça que, en fait, on parlait que la vigilance, c'est l'antidote commun à l'agitation et le relâchement, mais bien sûr, l'antidote partiel, parce que c'est pas simplement prendre conscience d'un obstacle qui va nous en libérer. Par exemple, c'est pas juste en prenant conscience que je suis une personne colérique ou orgueilleuse ou jalouse que je vais devenir moins jaloux. Il faut qu'ensuite que je fasse quelque chose pour diminuer ce sentiment-là. Donc, de la même façon, la vigilance, c'est pour prendre conscience, mais c'est pas suffisant. Donc, la vigilance, par exemple, si on compare attention et vigilance, ces deux outils-là qui sont extrêmement importants pour trouver le calme mental. En fait, attention et vigilance, on les associe avec les deux éléments principaux de la voie vers l'éveil. Par exemple, pour la voie vers l'éveil, on parle de l'importance de méthode et sagesse. Ou des fois, on dit compassion et sagesse, mais les mots plus précis, c'est méthode et sagesse. Donc, l'attention fait partie plus de la méthode et la vigilance fait partie de la sagesse. En fait, les mots tibétains pour vigilance et sagesse se ressemblent. Leur première syllabe est identique. C'est she. Donc, pour vigilance, c'est sheshin. Pour sagesse, c'est shera. Donc, le première syllabe, en fait, veut dire un peu comme ici connaissance. Pour sagesse, comme c'est connaissance excellente. Pour sheshin, je pense que la dernière syllabe, je ne me rappelle plus comment c'est écrit, mais je pense que ça veut dire en train de connaître. En train de connaître. Donc, en train de connaître, ça veut dire comme je suis en train de prendre conscience de ce qui se passe dans mon esprit. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vigilance, c'est un facteur mental qui est la même catégorie que la sagesse. Donc, pour avoir un esprit clair, ça prend la vigilance qui observe ce qui se passe dans mon esprit. Mais on dit qu'accroître notre sagesse augmente beaucoup aussi la clarté d'esprit. Dans les monastères bouddhistes comme Ganden, où ce que Lama Samten a étudié, puis tous les autres déchets qui viennent au Canada, tout ça, ils sont étudiés pendant plusieurs années. Puis, en fait, pendant ces années-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font accroître leur sagesse. Essayer de mieux comprendre les choses, questionner les choses. Ça ressemble beaucoup à la science. En fait, la science, un scientifique ou un philosophe, il se pose des questions, il vérifie, il analyse, etc. Donc, c'est ça qui fait croître notre sagesse. Quand notre esprit comprend mieux les choses, il devient plus clair. Donc, quand notre esprit est plus attentif, il maintient sur un objet quelque chose, notre esprit devient plus stable. Donc, comme ça, c'est surtout l'attention qui aide à la stabilité d'esprit. C'est surtout la vigilance qui aide à la clarté d'esprit. Donc, comme ça, de développer notre sagesse, étudier les textes, mieux les comprendre, questionner, réfléchir, analyser, ça va vraiment beaucoup aider aussi à développer notre clarté d'esprit et notre vigilance. Donc, comme ça, la sagesse, habituellement, on parle de 3 catégories de sagesse. C'est dans la tradition bouddhiste, on dit la sagesse de l'écoute, ou on pourrait dire l'éducation, OK? Sagesse de l'écoute, sagesse de réflexion ou d'analyse, et la troisième, sagesse de méditation. Donc, la méditation, c'est un processus qui nous amène à développer la sagesse de la méditation. Mais pour arriver à méditer, on dit qu'avant, on doit avoir développé la sagesse de la réflexion, et avant, on doit avoir développé la sagesse de l'écoute. Donc, c'est pour ça que souvent, ce qu'on dit dans la philosophie bouddhiste, c'est qu'on devrait premièrement s'informer, lire, écouter, s'éduquer. Donc, ça va développer en nous la sagesse de l'écoute. Après avoir développé cette sagesse de l'écoute-là, donc là, on a beaucoup de choses à réfléchir. On a beaucoup de choses à essayer de comprendre par notre analyse, notre logique. Ça va beaucoup éclaircir notre esprit. Donc, ça, c'est ce qui développe en nous la sagesse de l'analyse. Et une fois qu'on a bien développé cette sagesse de l'analyse et de la réflexion, donc là, on a de quoi à travailler pour transformer notre esprit,
pour qu'il soit plus patient, plus doux, plus positif, plus de compassion, plus calme, etc. Donc ça, c'est la sagesse de la méditation qui va se développer en nous, qui va faire que notre esprit va être transformé, familiarisé avec ces qualités-là. Donc comme ça, c'est vraiment la sagesse qui aide beaucoup à développer la clarté d'esprit. C'est pour ça qu'on dit la vigilance est associée avec la sagesse. Donc, comme ça, on a terminé pour le troisième obstacle, qui était l'agitation, le relâchement. Donc, son antidote, c'est la vigilance. La vigilance, c'est l'antidote commun aux deux, mais c'est un antidote seulement partiel, parce que simplement être conscient de ces obstacles-là en nous n'élimine pas les obstacles. C'est juste une première étape. Donc, on va parler au prochain cours de quel obstacle ensuite qui arrive et quel antidote appliquer suite à ça. OK. Là, on va faire notre deuxième méditation et après, si vous avez des questions, on pourra prendre des questions. Lok pe yu la ye wa shi 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 yang da dong lai zi xin che ba ye shi ne lang tong sun du zhe wei lam yu de yu la ke wa jin ye lo. Lok pe yu la ye wa shi 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 yang da dong lai zi xin che ba ye shi ne lang tong sun du zhe wei lam. Như de yö la ke wa jin ye